C'est reparti, attention, vous êtes filmé. Donc, pas de questions sur ce qu'on a vu ce matin? Ça va? C'est clair? Donc du coup, je vous fais une petite synthèse. Donc, attente du jury, posture professionnelle, posture scolaire basée vraiment sur la quantité, je vise le 20, alors que le 20 est inatteignable, ça n'existe pas en concours administratif, donc vous pouvez le viser. La note la plus haute que j'ai vue en 15 ans de travail dans ce domaine-là, c'est 19,25 d'une stagiaire à moi. Franchement, vous n'avez pas envie d'être comme elle. C'était une machine de guerre. C'était incroyable. Même les jurys l'avaient noté dans le rapport de jury. C'était, voilà, il y avait pratiquement tout de façon concise. 19,25, c'est pas ce qu'on attend. C'est pas ce qu'on attend. Vous visez l'oral. C'est ça que je disais. Allez à l'oral. Aller à l'oral, c'est plus autour de 12 qu'autour de 20. Ça permet de démystifier un petit peu les attentes des écrits et les rendre plus atteignables. Sous marge de manœuvre. Quand on vise la quantité, alors que là on attend vraiment quelque chose de concis, de facile à lire, et on oublie un petit peu les compétences professionnelles qu'on devra démontrer au travers de la réalisation de l'exercice, c'est-à-dire l'analyse, la synthèse, l'organisation et la clarté, qui sont vraiment les 4 compétences clés qui vont permettre de mesurer votre capacité d'adaptation pour les jurys. Si vous y répondez mieux que les autres, on vous emmène à l'oral, et là, on va vérifier votre capacité à communiquer à l'oral, d'abord à l'écrit, ensuite à l'oral, mais on aura aussi l'analyse, comment vous réfléchissez quand je vous pose une question, alors je sais que vous êtes susceptible de ne pas savoir, on a le droit de ne pas savoir, mais comment on réagit, comment on réfléchit, quelle posture je démontre avant de dire je ne sais pas, pour démontrer une capacité d'adaptation. Toujours, ça sera toujours ces objectifs-là qu'on va venir vérifier chez vous. Parce qu'à un moment donné, le cadre supérieur, il va être face à des problématiques qu'il ne connaît pas. Comment il va réagir, comment il va réfléchir, comment il va innover, comment il va proposer des dispositifs qui pourront répondre aux nouveaux enjeux sociaux, économiques, voire environnementaux. Voilà, c'est vraiment la posture professionnelle qu'on attend au travers des recrutements. Donc je vous ai donné les attentes, je vous ai donné les grandes lignes de la méthode, et on a commencé à illustrer la première étape de cette méthode qui est l'analyse de la commande. Je vous ai présenté également l'outil que je vous propose, qui est un outil simple, c'est très simple, mais c'est très efficace. Ça permet vraiment de se cadrer, d'avoir un indicateur sur la quantité d'informations disponibles, est-ce que c'est suffisant ou pas pour rédiger le nombre de pages qui va être attendu, et ça permet une vision globale qui va vous permettre de préciser, de prioriser l'information, et donc de savoir ce qui est le plus important, d'organiser votre raisonnement. Ça va vous permettre également de vous débarrasser des dossiers documentaires, ce qui est quand même quelque chose de super important dans ce type d'exercice. On reste collé au dossier, on n'y arrive pas. Ok, pas de questions là-dessus. Je vous ai ensuite présenté la technique du survol, d'analyse des documents, d'abord théorique, qu'on va illustrer maintenant. Vous n'avez pas de questions avant qu'on aille plus loin? Ok, donc on y va, on enchaîne. On va voir au niveau de la gestion du temps si on a le temps d'analyser tous les documents, parce que des fois ça prend un peu de temps, les gens discutent, etc. Si vous avez plein de questions à poser, ça prendra plus de temps. Je n'empêche pas de poser des questions, mais peut-être qu'on interrompra à un moment donné. Le but du jeu, c'est surtout de vous donner de la technique. Après, j'ai quand même d'autres outils à vous proposer. Il y a l'analyse des copies et des rédactions qui est quand même super importante aussi. Tout ça va tenir jusqu'à 16h30. Donc on y va. On a la commande. Le thème, c'est les politiques publiques qui encadrent la perte d'autonomie des personnes âgées. On doit faire d'abord une analyse de l'évolution des principes qui ont conduit à l'élaboration de ces politiques publiques, puis on doit en faire un diagnostic, et enfin on doit proposer des axes de développement qui doivent répondre à l'évolution future des besoins des personnes âgées. Okay, donc ici, d'ailleurs, on a 2 sous-axes qui peuvent se dessiner. Ici, répondre à l'évolution future, d'abord l'évolution future des besoins,
ensuite mes propositions. Pourquoi pas, hein? Je pourrais, hein, ici, en analysant bien la commande, se faire 2 actes. Ça ne sera peut-être pas 2 sous-parties, mais ça va m'aider à classer mes informations, en fait, hein. Peut-être que le plan ne sera pas basé là-dessus, hein, in fine, hein. La structure générale de la copie va respecter ça, ça c'est sûr. Mais grand 1, grand 2, voire grand 3, ça ne sera peut-être pas calé exactement là-dessus, hein. Ça va dépendre de ce qu'il y a dans mon dossier et des connaissances que je pourrais mobiliser. Donc d'abord, j'analyse la liste des documents. Alors ici, je suis vraiment dans la réflexion, pas dans la solution. Je ne note rien, je ne surligne pas. Je ne suis pas là pour dire le document il est plus important que d'autres ou quoi. Je suis là juste pour comprendre ce que je vais trouver derrière dans mon dossier. Je considère en fait, moi personnellement, que le dossier est un document composé de plusieurs parties qui sont là en fait. Donc ici, je le lisais rapidement, mais bon, je le fais avec vous. Excusez-moi, j'ai une petite gestion du temps, donc on va aller un peu vite. Article du Code de l'action sociale et des familles. Ici, on a 2 pages. À quoi ça va servir? Dites-moi. On a des articles du Code de l'action. Alors, allez pas voir les articles pour me dire ensuite de quoi ils parlent. Juste réfléchissez sur le titre. Article du Code de l'action sociale et des familles, 2 pages, à quoi ça peut servir au regard de la commande qui nous est passée? L'état de la loi. Aujourd'hui, la situation actuelle, le dispositif en place. Ok? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans un code de l'action sociale et des familles, plus précisément? Des droits et des obligations dans la famille. Ouais. On va peut-être trouver... c'est quoi une personne âgée au regard de la loi? À partir de quel âge une personne âgée au regard de la loi? Il doit y avoir une limite à un moment donné, hein. On va trouver la compétence, peut-être, nationale, territoriale. On va trouver les acteurs, les organes qui vont encadrer un peu la mise en œuvre de cette politique publique. Ok? Est-ce que ça va être facile à lire ou pas, ça? Oui. C'est quoi la règle que je vous ai donnée pour survoler ce type de document-là sans trop rentrer dans le... La première ligne. Hein, normalement, chaque article, donc ça va être une suite d'articles, normalement c'est une idée par article. On va vérifier ça ensemble. Document 2, handicap, perte d'autonomie et politique sociale en faveur des personnes âgées. D'accord? Donc ici, le titre, c'est quoi? C'est les politiques et leurs principes peut-être, hein? Handicap, perte d'autonomie, politique sociale en faveur des personnes âgées. On est sur 2 pages aussi là. Blanche Le Bihan, la prévention de la perte d'autonomie, la fragilité en question apport, limites et perspectives. Alors attention, on a un extrait, hein, donc on ne sait pas encore quel extrait, hein, ici. Hein, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Acte du séminaire organisé par l'IRAS, Université Paris-Descartes. Ok. 2014, extrait. Ici, à quoi ça peut servir? Dites-moi. Rapidement. Oui. Est-ce que ça va vous permettre de parler de l'évolution des principes? Est-ce que ça peut vous permettre de faire un diagnostic de la situation actuelle ou des propositions? Plutôt un diagnostic. Diagnostic, alors moi, pour moi, c'est plus l'axe ici, en fait. Hein. Soit évolution des principes, soit diagnostic, soit un peu des deux. Je ne sais pas pour proposition. Ça me semble, c'est un premier document. Ici, le document 1, il nous explique le dispositif actuel, ce qui va nous permettre de mieux comprendre le reste, en fait. Hein, c'est pour ça qu'il est posé en document 1. Le document 2, peut-être, va nous parler des principes. Peut-être. C'est l'hypothèse que j'ai mise ici. Document 3, je pars toujours du principe que c'est là pour m'aider. Hein, toujours, hein, qu'il n'y a pas de piège. La France et ses territoires face au défi du vieillissement. Mission interministérielle sur l'adaptation de la société française au vieillissement de sa population. Luc Broussy, janvier 2013, extrait, toujours, ce sont toujours des extraits. Hein. Les dossiers étant de plus en plus courts et obligés. À quoi ça peut servir? La France et ses territoires, on est en 2013 ici, face au défi du vieillissement. On est toujours dans la première partie, puisque c'est avant la loi de 2015, donc vu que c'est quelque chose de la mission interministérielle, on peut dire que c'est une réflexion qui va mener à la loi de 2015. Ouais, on peut se dire ça tout à fait. On peut se dire aussi que ça peut être un diagnostic sur les attentes des personnes âgées et sur l'évolution de la société aussi, peut-être. Hein, peut-être. Hein. La France et ses territoires face au défi du vieillissement.
On va avoir aussi peut-être une distinction territoriale, on a une politique nationale et les territoires sont pas tous égaux par rapport aux problématiques. On va peut-être avoir ici une distinction. On est sur 4 pages là. Hein. Donc 4 pages, ça dépend comment c'est écrit, petit ou gros, mais il va falloir faire attention. Si on lit les 4 pages alors que c'est écrit tout petit, on va se noyer. La réforme du financement des EHPAD, Atelier des aidants, 24 avril 2018, c'est là où la culture G va rentrer en compte. Il y a des gens, ils ne savent pas c'est quoi des EHPAD, il y a des gens, ils vont savoir c'est quoi des EHPAD. Donc ceux qui ont la culture, ils vont aller plus vite dans l'analyse que ceux qui n'ont pas la culture. Mais le document, il va bien nous définir de toute façon c'est quoi des EHPAD. Hein. Donc vous savez ce que c'est que des EHPAD. On va tous suivre. Établissement, alors EHPAD, le H, hébergement, c'est ça, établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes, c'est ça. On va voir ça après. À quoi ça peut servir? La réforme du financement des EHPAD, on est en 2018. Alors, diagnostic de la situation actuelle, ok, on est en 2018, je suis d'accord. Et aussi peut-être, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Ça dépend si la réforme elle marche ou pas en fait. Si la réforme elle marche bien, très bien, on reste là-dessus. Si la réforme ne fonctionne pas, on va analyser des limites et on pourra peut-être être force de proposition par rapport à ça. Hein. Synthèse du rapport IGA-SIGA sur l'évaluation de la mise en œuvre de la loi d'adaptation et de la société au vieillissement. Donc c'est notre loi de 2015, ok. Donc ici, évaluation de la loi de 2015 en septembre 2017. À quoi ça peut servir? Diagnostic, situation actuelle et sans doute proposition. Il va y avoir des limites, le monde parfait n'existe pas. Habiter seul ou avec ses proches après 85 ans en France, de fortes disparités selon les départements. À la limite, ici, le titre se suffit en lui-même. Donc Loïc et Joël, population et société, INED, décembre 2016. À quoi ça peut servir ici? Diagnostic de la situation actuelle et des attentes peut-être. Alors, est-ce que ça va aller là? Est-ce que ça va aller là? Parce que là, on est sur l'évolution des besoins aussi. Hein? Et peut-être force de proposition. On va voir, le classement au début, il ne va pas être évident. Hein? Ça va être une construction. Hein? Mais ne vous inquiétez pas, vous avez 2 heures pour faire votre choix. Hein? Donc, vous avez le temps. Hein? Oui? Un document, on peut s'en servir dans plusieurs situations. Il faut vraiment plusieurs le caser situations. vraiment. Ah non, c'est pas une. Dans un document, déjà, tu vas pouvoir avoir plusieurs idées. Oui. Pas une seule. Oui. Et ces idées-là, si tu veux, il n'y a pas une seule solution de classement. Tu vas avoir un candidat X. Alors, il faut que ça soit pertinent et tout, bien sûr. Il ne faut pas que ça soit hors sujet, bien sûr. Mais tu vas avoir un candidat X qui va dire, bah moi, cette idée-là, je l'utilise pour répondre à situation actuelle. Parce que j'ai compris ça comme ça. Et l'ensemble de la note de son histoire va être logique. Son classement va donc être pertinent. Puis tu vas avoir un autre agent, un autre candidat Z qui va choisir de le mettre là pour justifier une proposition. Les deux peuvent avoir la même note. Il n'y a pas une solution de classement, si tu veux. C'est toi, dans l'histoire que tu veux raconter, donc le plus important, c'est de répondre à la commande, il faut que ce soit logique. Mais tu vas avoir tel type d'information, ça va être forcément les évolutions des principes. Si on parle des années 90, je veux dire, ça ne sera pas le futur, c'est clair. Hein, il y a des informations qui montent dans une case. Il y a beaucoup d'informations où, au fur et à mesure, tu vas douter, ça peut aller là, ça peut aller là, et ton raisonnement va se préciser, mais ça sera vraiment ton raisonnement. C'est comme ça que tu vas sortir du formatage, en fait. Hein. On va avoir une copie qui va classer cette information ici, une autre qui va classer cette information ici. Du moment que c'est pertinent, que ça répond à la commande, que c'est clair, etc., ça marche, ça fonctionne. 728 000 résidents en établissement d'hébergement pour personnes handicapées, dépendantes. Donc là, on a la déclinaison du sigle. Hein. Premier résultat de l'enquête EHPAD de Marianne Muller. En 2017, ici. Extrait toujours. Le titre peut se suffire en lui-même ici. On est pareil sur soit ici, soit la justification de proposition. Hein. Un choix sera à faire. L'expérience sociale du vieillissement, Vincent Karadec, idée économique 2009 ici, extrait. Qu'est-ce que ça veut dire l'expérience sociale du vieillissement? Vous
m'éclairer? Comment C'est- le vieillissement est vécu Ouais, par les Bonjour, personnes pardon. âgées. Sans doute pour définir leurs besoins pour le futur ici, mais le titre manque quand même un peu de clarté. Hein. Dans ces cas-là, faut avancer, il ne faut pas trop se prendre la tête. On verra ce qu'il y a dans le document. Du 5e risque à la solidarité pour l'autonomie. Yves Mamou, à quoi ça peut servir? On est en 2010 ici. On est plus dans... Enfin, moi, ça me fait penser plus à l'évolution des principes, ça, non? Quand même, hein. On verra ce qu'il y a dedans, dans le document, mais bon. Donc ici, il est organisé comment, en gros, le dossier? Dites-moi, au regard de la commande, qu'est-ce qu'on a au début? Comment il est organisé, le dossier? On a d'abord les évolutions des principes, après des diagnostics et situations actuelles pour des Voilà, on a peut-être une petite exception Oui. pour le dernier document, il faudra s'adapter. Peut-être que c'est un moyen pour les jurys de voir quoi, ça, de faire ça là, de mettre ça à la fin, alors que ça peut traiter du début. On va avoir son analyse. Pour voir si vous avez été jusqu'au bout de l'analyse du dossier dans votre gestion du temps. Attends. Je pense que c'est ça. Ça va ou pas? Ok, en gros, le dossier il est bien organisé. En gros, il y a quelques petites exceptions, mais il est bien organisé. Alors, on a la liste des sigles et abréviations que je vous passe. Alors, on commence donc par le premier document. Donc ça, c'est important de lire cette liste des documents. Vous verrez dans votre... Donc quand je fais ça, je vais vite. Hein. Je ne prends pas de notes. Vraiment, je réfléchis dans ma tête comme je viens de vous montrer. Hein. Ça m'aide vachement pour dominer mon dossier derrière, parce que je sais qu'il y a d'autres documents, donc il ne faut pas que je m'attarde quand même sur les premiers qui vont m'apporter d'autres réponses en fait. Quoi, hein. Que si je reste vraiment trop longtemps sur les premiers, ben, je vais traiter je vais avoir plein d'informations pour les enjeux, etc. Et puis après, j'aurai plus le temps pour être force de proposition, quoi, en fait. Hein. Donc dans la gestion du temps, il faut vraiment essayer d'avoir une analyse équilibrée, si vous voulez, de tous les documents. Hein. La lecture de la première page de cette liste me permet d'anticiper ça. Donc j'y vais. Document 1, je regarde la tête un peu du document, comment il est présenté. Il y a des articles, hein, c'est écrit gros, hein, c'est plutôt clair. Hein. Il n'y a pas 36 000 articles, il y en a combien? Il y en a 4. C'est ça, hein. 4. Il y en a 2 qui sont plus longs que les autres, on va voir ça. Donc ici, je suis au début, j'y vais, article L113.1 qui a été modifié par la loi de 2015. Alors ce qui a été modifié, on ne sait pas trop, hein, donc c'est un dispositif actuel. Toute personne âgée de 65 ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. J'arrête là. Les questions que je me pose, de quoi ça parle? Est-ce que c'est utile pour répondre à la commande? Dites-moi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on vous donne ici dans cette première phrase du dossier? Et est-ce que c'est utile pour répondre à la commande ou pas? Dites-moi. Une personne âgée, c'est une personne qui a plus de 65 ans. Voilà, donc on a la définition, tout simplement, de la personne âgée. Donc c'est peut-être pas mal de centrer le champ pour le non-spécialiste. Hein. Vous pensez toujours que les ministres ne sont pas spécialistes. Hein. Ce ne sont pas des spécialistes, hein, les ministres. Hein. Hein, monsieur Guillaume, qui est ministre de l'Agriculture, il n'a pas planté des choux dans les champs. Hein. Ils ne sont pas spécialistes. Hein. Okay. Où est-ce que je mets ça, le dispositif actuel et la définition du champ, en fait, hein, les personnes âgées? Je mets ça où? Il y a plusieurs solutions. Hein. Le tout, c'est de prendre une décision rapide, c'est ce que je veux vous montrer, parce que finalement, tout ça, je vais le réorganiser après. Là, j'essaye d'être le plus logique, mais il faut quand même que ça aille vite. Et de toute façon, c'est la première info. Donc si vous voulez, si ça se trouve, à la fin du dossier, je ne l'utiliserai plus. Hein. Comment je peux savoir qu'une information, elle est plus importante que d'autres? Je ne peux pas le savoir à la première info, pas possible. La détermination de l'importance de quelque chose, c'est forcément une comparaison en fait, globale de toutes les informations que j'ai dans le dossier. Donc en fait, je ne saurais pas tout de suite dès les premières informations si c'est vraiment plus important que ce que je vais avoir après en fait. Donc j'attends la vision globale avant de prioriser. Hein. D'accord, hein, surtout. Hein. Donc ici, bon, moi ce que je mettrai ici rapidement, c'est diagnostic de la situation actuelle, je vais faire le survol en noir pour distinguer. Situation actuelle, je vais mettre le dispositif actuel ici.
ok. On a le code de l'action sociale et des familles qui donne une définition du champ. C'est quoi une personne âgée? C'est quelqu'un de plus de 65 ans. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre ici? Donc là, je me débarrasse du dossier. Donc si c'est utile, je prends tout en note, hein, tout de suite. Hein. J'écris petit. Hein. Donc là, s'il n'y a pas de ressources suffisantes, donc si pas de ressources suffisantes, on bénéficie d'aide. Donc, aide à domicile ou l'accueil chez particulier ou dans un établissement. D'accord? Je passe à l'article suivant. L113.1.1, alors là vous notez l'article ou pas, je ne sais pas si le ministre il ira vérifier dans le code. Ce qu'il attend, c'est surtout l'idée. Dans les conditions définies au chapitre 2 du titre 3 du livre 2, la personne âgée en perte d'autonomie a droit à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources dans le respect de son projet de vie pour répondre aux conséquences de sa perte d'autonomie, quelle que soit la nature de sa déficience et son mode de vie. Ça veut dire quoi? On a le droit à des aides pour combler une perte d'autonomie. Voilà, toute personne âgée de plus. C'est les seules conditions, ce sont les ressources, en fait, hein, et l'âge. Ok? Je passe. Comment je vais survoler ça, ici? Comment je vais faire là? On lit la Première phrase hein, de chaque paragraphe. Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées et de leurs proches aidants. J'arrête. Est-ce que ça m'intéresse ou pas? Oui, moi ça m'intéresse. Compétence du département qui définit et met en œuvre cette politique, donc pour les personnes âgées, et là j'ai une autre info, c'est pour les proches aidants. D'accord, ça va? Autre phrase, enfin autre paragraphe, hein, première phrase, le département coordonne dans le respect de leurs compétences l'action des acteurs chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques intéressant les conditions de vie des personnes âgées en s'appuyant notamment sur la conférence des financeurs et la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées mentionnées à l'article et sur le conseil départemental de la citoyenneté, etc. Donc la phrase est super longue ici, on va la synthétiser. Donc ici, je suis toujours dans la compétence du département, il définit et met en œuvre et il coordonne l'action de tous les acteurs. Pour coordonner l'action des acteurs, il s'appuie sur la conférence des financeurs. Pourquoi est-ce que je note ça là? Pourquoi est-ce que je prends en note ça? Pourquoi je prends en note? Pourquoi ça m'intéresse? Pourquoi ça m'intéresse ça? Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Parce que, déjà, je considère que le ministre non spécialiste, il a besoin d'avoir une vision globale de qui est compétent, etc. Et moi, ça va m'aider à être force de proposition. Si ça se trouve, pour mes propositions, je vais pouvoir m'appuyer, par exemple, sur la conférence des financeurs, etc. Sur le département. Derrière moi, de toute façon, il faut bien que je comprenne le dispositif pour pouvoir proposer ici une amélioration de sa mise en œuvre. C'est forcément essentiel, déjà pour moi. Des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. D'accord, ça va? Et c'est vraiment le document qu'on vous donne au début. C'est plutôt simple, ça nous permet de comprendre l'essentiel du dispositif. C'est vraiment pour vous aider. C'est ça que je veux que vous voyez, mais ça c'est vrai dans tous les dossiers, dans tous les concours aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut que vous sachiez que les jurys, les recruteurs sont formés pour vous aider. Et quand on forme les jurys, il y a des cahiers des charges qui sont en ligne, vous pouvez regarder. Le but, c'est mettre à l'aise les candidats, les aider, etc. Garantir l'égalité d'accès. C'est vraiment ça. Il faut vraiment avoir ça en tête parce que
un grand pas dans les préparations. Le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des organismes et des professionnels qui assurent des missions d'information, d'orientation, d'évaluation, de coordination des interventions destinées aux personnes âgées, notamment les centres locaux d'information et de coordination mentionnés au 11e du 1 de l'article L machin et des institutions et des professionnels mettant en œuvre avec la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. Rédigez pas comme ça, s'il vous plaît. Alors là, qu'est-ce que je retire de ça? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que ça complète mon analyse ou pas? Est-ce que c'est utile pour moi, pour le ministre? Dites-moi. Donc on a le département définit et met en œuvre la politique pour les personnes âgées et les proches aidants. Il coordonne l'action de tous les acteurs. Pour cela, il s'appuie sur la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Il assure la couverture territoriale et la cohérence, notamment des actions d'info, d'orientation, évaluation. Alors, donc moi, dans mon outil, j'ai été jusque... Mais non, je vous en fais grâce pour la présentation de la méthode, mais moi, j'ai été dans la prise de notes quand j'ai fait ça jusqu'aux centres locaux d'information et de coordination, parce que ce sont des acteurs sur lesquels je m'appuie ensuite, sans doute, pour être force de proposition. Donc je passe, j'arrive donc... Alors, ces conventions sont conclues dans le respect du schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L312.5 et du projet régional de santé prévu à l'article L. Donc, on ne les a pas, ces articles-là. Donc, on les a pas, on va les retrouver plus tard. Donc, pour l'instant, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ce schéma-là? Là, je passe, je suis au premier document, on va les retrouver plus tard. Si c'est vraiment important, ça sera en haut. Ces conventions sont conclues dans le réseau. Elles précisent les modalités selon lesquelles sont assurées sur l'ensemble du territoire du département les missions. Donc on a des conventions. Donc là, il faut peut-être que je remonte un petit peu sur le paragraphe suivant pour comprendre c'est quoi ces conventions. Le département peut signer des conventions avec l'Agence régionale de santé, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant. Ça, je le note. Convention avec ARS, organisme de sécurité sociale, tout intervenant compétent. Article L233.1. Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention, donc j'ai déjà noté, ça revient, donc c'est peut-être important, donc une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées, c'est-à-dire un diagnostic des besoins des personnes âgées de 60 ans et plus, résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Donc ensuite, on a tout ce qu'on peut financer. Donc l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, l'attribution du forfait autonomie, la coordination et l'appui des actions de prévention, la coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins à domicile, le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées, le développement d'autres actions collectives de prévention. Donc ici, la conférence des financeurs ici. Donc là, je passe au-dessus, hein, là où j'ai de la place. Donc elle établit un diagnostic de la situation. Donc un diagnostic des besoins. Pardon. Un diagnostic des besoins. Elle recense les initiatives locales. Et établit
un programme de financement. Ce programme de financement va permettre d'améliorer l'accès aux aides. Donc, par exemple, le forfait autonomie, aux aides et équipements, forfait autonomie, la coordination et appui aux actions de prévention, donc mis en œuvre par les services d'aide et d'accompagnement à domicile, donc ça c'est pour les services à domicile. Et les actions pour les proches aidants. Voilà, j'arrête avec ce document-là. Donc là, normalement, j'ai tout le dispositif actuel, j'ai compris l'essentiel, je ne reviens pas en arrière, ce document-là, c'est bon. Ok ? Donc je sais que c'est quoi une personne âgée. Les conditions pour bénéficier des aides, c'est pratiquement tout le monde, c'est des conditions de ressources. La compétence du département avec un acteur essentiel qui est la conférence des financeurs de la prévention, qui établit un diagnostic des besoins sur le territoire du département et qui coordonne l'ensemble des acteurs en matière de prévention, qui doit être également compétent pour financer sans doute l'aide à l'allocation personnalisée d'autonomie. Hein, on va voir ça après. Donc ici, j'y retourne pas. Donc ensuite, document 2, là, on a une autre présentation de document. Donc là, quand je feuillette un petit peu, donc ça va, c'est 2 pages, mais c'est autre chose. C'est écrit 2 fois plus petit. Il va falloir ici que ça va être un petit peu philosophique, etc. Il va falloir que je fasse attention à ne pas me faire avoir par ce type de texte-là. J'ai 3 parties qui sont annoncées en titre. Hein, non, j'en ai 4. Éléments de contexte, articulation entre l'intervention publique et familiale, différents modes d'intervention des pouvoirs publics en Europe, le développement des dispositifs de cash for care dans l'ensemble des pays européens. Quand vous lisez ces titres-là, est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous apporte des informations ou pas? Dites-moi. Déjà, les éléments de contexte, on va les placer selon 2014 dans le diagnostic de la situation actuelle. Ouais, bon, bah, en fait, techniquement, moi, si tu veux, moi, quand je lis élément de contexte, de quoi ça parle, donc contexte, mais c'est pas clair. Je suis obligé de descendre pour comprendre. On est d'accord. Le titre ne me suffit pas. Quand je lis articulation entre intervention publique et familiale, pareil. J'ai besoin de comprendre ce qui va être en dessous. Là, le titre ne me suffit pas. Je suis obligé de descendre. Si je descends là par rapport au titre, qu'est-ce que je vais lire? Je suis sur la technique, hein, n'oubliez pas. Toujours la première phrase des paragraphes ici. Hein, c'est ce qui va m'aider. Hein. Je vais essayer vraiment de ne pas dépasser ça. On va voir ce que ça donne ensemble. Donc, j'ai mon titre en haut, hein, toujours. Handicap, perte d'autonomie et politique sociale en faveur des personnes âgées. Handicap, perte d'autonomie et politique sociale personnes âgées. Très bien, c'est notre thème. Ça va. J'ai un petit chapeau hein, en haut, je vais regarder. Politique sociale et personnes âgées, ce sujet est très large. Avec la carte blanche qui m'a été donnée par Nicolas, je vais tout de même essayer de tirer le fil des travaux que je peux mener sur cette question. Ça ne nous apporte pas grand-chose. Hein. Donc, le titre, en dessous, élément de contexte, première phrase. D'une part, quelques éléments sur le contexte de recherche. Et donc là, c'est le genre de phrase qui ne sert à rien par rapport au titre. Je lis rapidement après. Il s'agit d'une réflexion qui englobe des travaux menés depuis la fin des années 90. Mais bon, ça ne m'apporte rien, parle de ses travaux en fait là. Ça parle de sa méthode à elle. Je vais au paragraphe suivant. Après le contexte de recherche, quelques mots du contexte d'analyse. On est un peu en rond, donc du coup, par conséquent, le contexte social est central. Ça veut dire quoi?
Ici, ça veut dire qu'on nous donne une information dans le paragraphe qui est au-dessus, en fait. Donc là, je suis obligé d'aller le lire. Après le contexte de recherche, donc je ne vais pas revenir sur le contexte démographique, puisque Jean-Marie Robine a très bien traité ce point, mais simplement souligner l'importance du contexte social et économique dans les questions que l'on se pose. Donc ici, dans l'évolution des principes, je pourrais déjà mettre un contexte démographique, un contexte social et un contexte économique. Ok ? Le contexte démographique, vous le connaissez, il est indiqué dès le départ, on y a réfléchi, c'est quoi? Augmentation de la personne âgée. Ouais, vieillissement, hein, c'est le vieillissement, ça on ne se plante pas. Hein. Vieillissement. Après, maintenant, il faut qu'on trouve le contexte social et le contexte économique. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Il faut évoquer notamment la question de la moindre disponibilité des aidants familiaux, qui est en partie liée à l'évolution de la société, et une participation accrue des femmes au marché du travail. Ici, qu'est-ce que je retiens? Moindre disponibilité des aidants familiaux. Contexte social. Et il nous manque le contexte économique. Hein, le contexte économique, on doit le trouver dans le paragraphe suivant. Le contexte social est central, mais le contexte économique l'est tout autant, puisque nous sommes dans une période de forte restriction budgétaire. Donc, même si ce n'est pas la première phrase ici, parce qu'on est un peu dans de la littérature, dès la deuxième phrase, hein, on a l'information. Donc ici, restriction budgétaire. Est-ce qu'on a les principes qui ont encadré ou qui ont conduit à l'évolution des politiques publiques, là? Un peu, hein? Ça répond un peu à ça. Par contre, on n'a pas grand-chose. Hein. Est-ce qu'on va en faire une partie ou pas? Je ne sais pas. Si on reste que là-dessus, c'est quand même un peu léger. Hein, on va voir ça. Mais bon, ce sont des principes qui ont conduit à l'évolution des politiques publiques. Hein. Il y a une évolution de la société, une évolution du contexte budgétaire, une évolution démographique. L'articulation entre l'intervention publique et familiale. Je vais descendre, première phrase des paragraphes. La question clé posée depuis que je travaille sur ce sujet, c'est-à-dire depuis la fin des années 90, est celle de l'articulation entre l'intervention publique et familiale. Je déclinerai ma présentation en 3 points. Donc là, je descends sur les 3 points. Dans le premier point, je rappellerai rapidement d'où l'on part. Le deuxième point portera sur l'évolution commune constatée. Donc là, c'est une annonce de plan. Donc là, je passe derrière au développement. Ok ? Différents modes d'intervention des pouvoirs publics en Europe. On descend. Les modèles européens s'appuient sur une analyse macro à partir des régimes d'État-providence. Donc c'est une évolution du régime d'État-providence. Ici, là je mets du mot-clé. Hein. On va avoir évolution de l'État-providence. Forcément, le contexte budgétaire, on comprend bien que ça fait évoluer l'État-providence. De manière un peu caricaturale ou idéale typique, il y a le modèle familialiste, caractéristique des pays du Sud, avec une intervention forte de la famille. A l'inverse, le modèle sociodémocrate implique une priorité dans l'intervention. Ces régimes d'État-providence et ces modèles de care sont intéressants, mais ils ne permettent pas d'appréhender une dimension majeure lorsqu'on s'intéresse à la perte d'autonomie aux politiques publiques, à savoir celle du changement. Le développement des dispositifs de cash for care dans l'ensemble des pays européens. La généralisation des prestations monétaires dans l'ensemble des pays d'Europe est une réponse aux besoins d'aide des personnes âgées en perte d'autonomie et de leurs familles, et ce, quel que soit le modèle d'État-providence initial. C'est dans les pays du modèle sociodémocrate comme les pays familialistes du Sud, dans les pays du modèle sociodémocrate comme dans les pays familialistes du Sud, on observe des dispositifs de cash for care qui se développent avec une idée forte. C'est quoi ça, cash for care? Comment vous simplifiez ça? Qu'est-ce que vous retirez de ça? Je viens de lire. On est obligé de payer pour avoir des soins. Ouais, c'est ça. Enfin, un peu plus large que ça. Et la première phrase, en fait, moi je pense que c'est ce qui compte ici, c'est la première phrase de ce paragraphe-là, c'est ça en fait, la généralisation des prestations monétaires dans l'ensemble des pays d'Europe. C'est ça en fait qu'il faut retenir à un moment donné. Donc on est passé de l'État-providence à la généralisation
prestations monétaires. Ces prestations monétaires, en fait, elles peuvent être privées, elles peuvent être publiques, en fait. On va voir ça au fur et à mesure. Donc, on est sur le cash for care ici. Même si c'est écrit en anglais, c'est pas forcément la notion d'intérêt général anglaise. Donc la généralisation des prestations monétaires dans l'ensemble des pays d'Europe est une réponse aux besoins d'aide des personnes âgées en perte d'autonomie et leur famille, et ce, quel que soit le modèle d'État-providence initial. C'est pour ça qu'après, je ne fais plus la distinction entre Sud et Nord, en fait, parce qu'on nous dit quel que soit le modèle initial. Donc, en fait, de toute façon, ça a évolué. Cette idée forte est celle du fameux argument du libre choix, dans le sens où ces prestations monétaires doivent permettre aux familles de s'organiser librement au quotidien pour assurer la prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie. J'arrête là. Donc ici, le cash for care, les prestations monétaires doivent permettre le libre choix. C'est-à-dire, on me donne une enveloppe d'argent, à moi de choisir les aides qui me conviennent et de les mettre en œuvre. C'est le libre choix. Hein. Ça reste une théorie quand même, en fonction des territoires, mais voilà, c'est l'idée qu'on retient ici. Le principe est bon, certes, mais encore faut-il avoir le choix. Ici, il y a une critique, ici, du libre choix. Hein. Peut-être, idée, permettre le libre choix ici, j'en sais rien. Hein. Je suis dans une analyse, une réflexion. Et si je peux proposer des choses au fur et à mesure, là j'identifie une limite. Est-ce qu'on peut faire des propositions? Ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette notion de libre choix permet d'introduire et de réfléchir aux divergences qui s'expliquent par les différences entre les contextes sociaux, politiques et historiques dans lesquels s'inscrivent ces prestations. Est-ce que je retiens quelque chose là-dessus? Non. Hein. Nous avons ainsi mis en évidence que la conception même des dispositifs variait. La comparaison de ces prestations permet de voir qu'on est dans une logique de refamiliarisation dans les pays d'Europe du Nord, à l'inverse dans les pays d'Europe du Sud, où la responsabilité première est celle de la famille, d'introduire des prestations monétaires revient à défamiliariser. Ensuite, dans la comparaison des dispositifs, on pourrait comparer les montants et les conditions d'accès. Tout cela constitue des façons d'alimenter cette analyse de l'articulation entre intervention familiale et intervention publique. Ici, qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on retient des choses en plus ici? Est-ce qu'on est sur du diagnostic? Non, on est vraiment sur de l'évolution du principe ici. Dans les années 90, on avait une forte attache familiale des personnes âgées, et au fur et à mesure, avec l'évolution de la société, et aussi des restrictions budgétaires qui conditionnent cette évolution, on va voir ça, on est arrivé à un développement des prestations monétaires pour l'autonomie des personnes âgées, différentes en fonction des différents pays, avec les dispositifs, ce qu'on appelle de cash for care. Ok, c'est ce que je retiens de ce document-là. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ici? Je pense que c'est bon. Moi, personnellement, je n'y reviens plus dans ce document-là. C'est un peu l'exception ici. On est un peu, là, dans les documents que je vous ai présentés, là, ici, on est un peu plus dans de la littérature, quoi. Donc c'est un peu moins carré. La littérature, c'est un raisonnement pour arriver à un principe, alors que dans les autres documents, on a le principe, la règle, et ensuite elle est détaillée. Oui. Juste la dernière phrase. On se demande s'il n'y a pas un renforcement du rôle de la famille par la même de l'intervention des aidants familiaux. Oui. Tout à fait. Pour après, proposition ou... Non, bah là, c'est aujourd'hui, on est plus sur la refamiliarisation. Et oui, tout à fait, il faut accompagner les aidants familiaux. On va le voir après ça. On y va, donc la France, document 3, la France et ses territoires face au défi du vieillissement, mission interministérielle. Comment est structuré le document? Je regarde rapidement. J'ai un petit chapeau avant le titre en haut, j'ai du caractère gras, j'ai des titres, j'ai
schéma illisible écrit tout petit, des tableaux. Hein. Voilà, bon, les schémas ils vont être expliqués par écrit. Hein. C'est un document qui est un peu long, il faut faire attention, mais apparemment il ne présente pas beaucoup de difficultés pour la technique du survol d'analyse rapide. Hein. Donc alors, quand il y a un petit chapeau en haut, comme ça je le lis toujours, parce que peut-être qu'il résume l'essentiel, après les titres, après les premières phrases, après les caractères gras. Hein, je vais essayer de rester là-dessus. Après le logement, le quartier, la ville, il nous faut aborder le quatrième cercle concentrique, la France. La France et ses territoires, des territoires qui ne vont pas tous vivre les défis du vieillissement avec la même ampleur. Les territoires qui sont déjà et seront plus encore demain inégaux face au vieillissement. Déjà, j'ai de l'information ici. C'est une nouvelle information d'ailleurs qu'on me donne, un nouvel aspect de la problématique. Où est-ce que je pourrais classer ça, cette différenciation à faire entre les territoires? Diagnostic de la situation actuelle. Qu'est-ce qui est mis en place dans notre dispositif pour essayer de répondre à ça? Dans ce qu'on a compris déjà, il n'y a rien. C'est la décentralisation du dispositif. Il est fortement décentralisé. En donnant la compétence au département, on permet d'adapter justement les politiques aux différents territoires. Normalement, c'est le but de la décentralisation. Bon, on verra ça après. Des territoires inégaux face au vieillissement, donc ça, on vient de le voir. Et puis après, sous l'effet de facteurs différenciés. Donc non seulement ils sont inégaux, mais en plus la raison pour laquelle ils sont inégaux est différente à chaque fois. Je descends, j'ai du gras, on va essayer de ne pas tout lire quand même. La part des personnes âgées de 60 ans ou plus dans la population totale est en 2012 de 23,7% en France métropolitaine. Elle pourrait croître à 31,1% en 2030. J'arrête là. Est-ce que c'est utile ou pas? Bah oui, hein. Okay, hein. Donc ça illustre le vieillissement. On est dans le diagnostic de la situation actuelle. Donc en France, aujourd'hui, je note précisément, on est en 2012, on a 23,7% de personnes âgées. La projection en 2030, c'est 31,1%. Voilà. Ok. Après, je vais sur le gras. Le département le plus jeune de France métropolitaine, la Seine-Saint-Denis, compte 15,7% de personnes âgées de 60 ans ou plus, quand la Creuse, le département le plus vieux de France, en compte 34,7%. Est-ce que c'est intéressant ou pas, ça? Ça montre une disparité. Pour le ministre, hein, je parle. Oui. Ça montre une disparité des territoires. Ça illustre notre différence entre les territoires. Donc on a, par exemple, un territoire jeune, entre guillemets, hein, la Seine-Saint-Denis, de 93. Donc ici, on est en 2012 à 15,16%. Et puis, on a le territoire plus vieux, toujours entre guillemets, hein, attention d'être diplomate dans les termes qu'on utilise. Vous savez pas qui vous corrige. Et on est donc la Creuse ici, et on est à 34,7%. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes problématiques, ce n'est pas les mêmes besoins, ce n'est pas les mêmes attentes. Hein. J'ai encore du gras. Il va donc falloir apprendre à vivre dans un pays qui durablement se caractérisera par une géographie très diverse du vieillissement. Donc qu'est-ce que je pourrais proposer là, par exemple, déjà tout de suite? Vous pourriez proposer quoi? Un truc simple, hein, logique, de base. Vous rappelez-vous que vous n'allez jamais inventer la Lune. Hein. Envoyer les jeunes de Seine-Saint-Denis dans la fête. Par exemple, on pourrait faire de la déportation. Non, mais je pense que c'est trop loin, mais créer plus d'emplois dans ces territoires-là pour attirer les gens. Ah ouais, mais ça, c'est toujours le problème, quoi. On est plus dessous. Ah oui, mais d'accord, hein. Mais bon. Et le problème, c'est ça. C'est
c'est toujours on va vous mettre ça en place. Toujours, essayer de trouver des moyens un peu innovants pour éviter justement que l'État ne dépense un peu trop d'argent. Je vais la prendre en compte un tas de propositions. Ou sinon, développer le télétravail pour avoir la façon de travailler. D'accord, Télétravail, c'est très à la mode. Ça revient dans toutes les problématiques de télétravail. Même dans le... moi, je dirais ici, peut-être, parce qu'on est au niveau national, alors je suis un peu comme toi, mais je vais être un peu plus large. Je vais donner les moyens aux départements. Puis on va voir après. Hein. Là, je suis au début de ma réflexion, mais bon, je suis dans la méthode, hein, du département. La méthode, c'est ça. J'identifie un problème, une limite. Qu'est-ce que je peux proposer derrière? Mais au départ, je suis simple. On n'est pas spécialiste. Hein, vous n'êtes pas spécialiste de cette politique-là. Qu'est-ce que, logiquement, simplement, vous pourriez proposer? Il y a un parallélisme des formes dans votre raisonnement. Ensuite, donc mais pour mieux comprendre les différentes conséquences du vieillissement sur les territoires, il convient de distinguer deux notions essentielles différentes, le vieillissement, au sens mathématique, et la gérontocroissance. Okay. Donc le vieillissement traduit un effet de structure, c'est l'augmentation du pourcentage de personnes âgées dans la population. La gérontocroissance traduit un effet de flux, c'est l'augmentation du nombre de personnes âgées sur un territoire. Ok. Est-ce que ça va m'être utile, ça, ou pas? Oui. Quand on parle de retraite et d'autonomie, s'il y a moins de personnes jeunes par rapport à la part de personnes âgées, c'est un peu important. Ouais, mais comment ça? Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu en fais dans ta note? Tu le mets là. Dans le diagnostic de situation actuelle. Ah, ouais, mais en quoi c'est un diagnostic de la situation actuelle, là, ce que tu... Comment tu vas me dire? Fais-toi, dans ta tête, fais-toi le truc. Bonjour, monsieur le ministre. Le diagnostic de la situation actuelle, et vas-y, utilise l'information. Est-ce que ça marche? Dis-moi. Ça donne une proportion de personnes jeunes par rapport aux personnes âgées, de personnes âgées dans la population. Non, mais il faut aller plus loin dans le document. Quand ces deux phénomènes ont des conséquences différentes, et là on va voir les conséquences, et à partir de là, on verra si c'est intéressant. Mais moi ici, je mettrais soit diagnostic précis des territoires, soit définir une méthode, et là, je pose les deux mots-clés, différence entre vieillissement et gérontocroissance. Est-ce que je l'utilise après ou pas? Franchement, j'en sais rien. J'ai deux mots-clés qui apparaissent en gras. Je ne sais pas si le correcteur va les avoir, en tout cas c'est en gras. On verra ça à la fin, on va comparer les informations entre elles, ce qu'on peut en faire. Le plus important, c'est que je l'ai noté sur mon A4. Après, peut-être que ça ira là, in fine, ou que ça restera là, j'en sais rien. Le plus important, c'est que je l'ai noté. On verra après, j'avance. Or, ces deux phénomènes ont des conséquences différentes sur les territoires. Certes, à l'horizon 2030, ce qui n'a pas toujours été le cas au cours des 30 dernières années, à l'échelle nationale, ces deux phénomènes vont aller de pair. Prenons deux départements, la Creuse et le Nord. Le pourcentage de personnes âgées, bon, ici, moi, je rentre un peu trop dans le détail. Alors, je commence à zapper. Là, on ne va pas faire un roman pour le ministre sur la gérontocroissance et le vieillissement, etc. Si jamais c'est vraiment utile, on sait que c'est au début du dossier, on va voir ça. Un département vieux qui doit gérer une progression de 5200 personnes âgées en 18 ans, un département jeune qui doit gérer une progression de 160 000 personnes âgées dans la même période, les défis posés sont à l'évidence bien différents. Bon, finalement, on reste sur quoi dans ce document-là? C'est quoi l'idée de ce document-là, finalement? Si vous prenez du recul, parce que vous n'allez pas faire tout ça au ministre, c'est vachement technique. Enfin, je veux dire, le ministre, il ne va pas lire, hein, ça, je pense pas. La disparité dans les territoires, et cette disparité est complexe, en fait, à envisager. On a la progression des personnes âgées au regard de la population totale ou en numéraire, et ça ne va pas impliquer les mêmes décisions derrière. Bon, je reste un petit peu là-dessus. Différence, faire un diagnostic pour pouvoir adapter les politiques publiques derrière. La gérontocroissance, j'ai encore du gras. Donc, en effet, les 14 départements français les plus urbains, ça m'évite de lire ça, qui est trop, c'est horrible.
les 14 départements français les plus urbains connaîtraient une hausse du taux de vieillissement de 8 points, quand les 14 départements les plus ruraux, l'évolution de ce taux serait de 14,14 points. Donc on a une différence déjà entre les territoires urbains et ruraux. Pareil. Sous l'effet de facteurs différenciés, en effet, les facteurs explicatifs du vieillissement se combinent différemment selon les territoires. Donc ça, on pourrait le mettre. Hein. C'est quoi, ça pourrait être quoi les facteurs du vieillissement de la population sur un territoire, le vieillissement étant le pourcentage de personnes âgées par rapport au reste de la population, ça pourrait être quoi? Il n'y a pas 36 000 solutions, hein, en fait. Hein. C'est pas le régime alimentaire. Hein. Oui. Sur le manque de maternité, sur le manque de maternité, le manque d'accouchement. L'attractivité du territoire pour les jeunes. Du coup, les jeunes s'en vont, donc il y a plus de vieux. Ouais, quoi d'autre? L'attractivité du territoire ou pas pour les vieux. Les vieux viennent. À Nice, par exemple. Ils viennent pas dans le nord. On va regarder ça. Les différences de vieillissement selon les départements ruraux tiennent à la variété de leur régime démographique. De même, parmi les 3 départements ruraux, moindre vieillissement relatif, les raisons en seraient également différentes. Les Alpes de Haute-Provence attireraient les personnes âgées tout en étant attractifs pour les jeunes. Voilà, on a des territoires attractifs, hein, c'est l'attractivité des territoires. Pour les jeunes, le cas de l'Île-de-France est particulièrement illustratif. Les familles qui ont accédé à la propriété dans les années 60 se situaient en proche banlieue. Donc ils sont restés ici et donc dans la banlieue parisienne, vous avez de plus en plus de... Je passe cette page. Considérons désormais l'ensemble des régions de France métropolitaine. Le processus de gérontocroissance y sera d'intensité variable. Je passe. Donc on a 3 catégories de vieillissement selon les régions. Catégorie 1, des régions pourraient moins vieillir que la moyenne nationale. Catégorie 2, des régions pourraient vieillir davantage que la moyenne nationale. Catégorie 3, d'autres régions pourraient vieillir également davantage que la moyenne nationale, mais principalement du fait du vieillissement sur place. Est-ce que ça nous est utile ici ou pas? Non, on reste sur la différence des territoires. Je ne reviens pas sur ce document-là, on a l'essentiel. Document 4, la réforme du financement des EHPAD, l'atelier des aidants. Donc ici, on a un document de 2 pages. Hein. Alors, on a le petit chapeau en haut, j'ai les titres, c'est souligné, ça devrait être relativement facile à lire. À la suite de la mobilisation du personnel des EHPAD dénonçant leurs conditions de travail et face à l'opposition de la réforme de leur financement, la ministre des Solidarités a annoncé mercredi aboutir d'ici l'automne à un ajustement de cette réforme. Les EHPAD et leur financement, comment est calculé le budget des EHPAD, la réforme du financement et les craintes associées, les mesures du gouvernement suite au rapport du médiateur. Qu'est-ce qui va m'intéresser dans ce document-là? C'est la différence entre les gens qui vont connaître les EHPAD ou pas. Si je ne connais pas du tout c'est quoi un EHPAD, je suis obligé de comprendre c'est quoi. Si je connais déjà, je vais beaucoup plus vite. C'est pour ça qu'on vous demande des connaissances. Pas forcément pour les restituer, c'est que l'analyse est plus efficace et plus rapide, forcément. Les EHPAD et leur financement, donc un EHPAD est un établissement d'hébergement, il y en a 3 types, il y a les EHPAD privés, les EHPAD privés gérés par des associations et les EHPAD publics. Les EHPAD, 4 sources de revenus, le tarif dépendance, le tarif soins, le tarif hébergement, le tarif prestations complémentaires. Le budget est fixé par le directeur de l'établissement et son équipe comptable et ce budget est vérifié par l'ARS. Je passe... Deuxième page, la réforme du financement et les craintes associées. La réforme du financement des EHPAD a été votée sur la présidence de M. Hollande et est maintenue par l'actuel gouvernement.
Les principales craintes liées à cette réforme portent sur le maintien des disparités et des difficultés d'un secteur public déjà à bout de souffle, comme l'indique l'un des principaux opposants à cette réforme, la Fédération hospitalière de France, selon qui la situation critique des EHPAD résulterait de cette réforme. Donc, 2 points, la mise en place d'un forfait dépendance basé sur la valeur d'un point départemental calculé, alors qu'encore une fois les règles de l'emploi public, les contraintes statutaires récentes et les avantages fiscaux acquis par les EHPAD privés sont si différentes et incompatibles avec un objectif de convergence. La phrase n'est pas plus claire. La conférence nationale des directeurs s'est également déclarée inquiète. Donc ici, qu'est-ce que je retiens là? Réforme du financement des EHPAD. Je le mets où? On peut le mettre à la fois dans le diagnostic et dans les propositions. Ouais, donc on a une réforme du financement des EHPAD. Ok. La principale crainte, c'est quoi? Ça accentue les disparités. Maintien. Hein, maintien des disparités, des difficultés du secteur public surtout. Hein. Donc ne règle pas difficultés du secteur public. Maintien des disparités des publics. Les mesures du gouvernement suite au rapport du médiateur. Pierre Cordeau, le médiateur, écrit dans son rapport, que les effets de cette réforme sur la tarification de la dépendance n'avaient pas été anticipés. Donc ici, critique de l'action du gouvernement. Ok, hein. Donc ça n'a pas été anticipé. Je le mets où ça? Ok. Donc ici, dans le diagnostic, là, ici, j'ai du moins. Ok. Réforme dont les effets n'ont pas été anticipés. Qu'est-ce qu'on peut proposer là-dessus? Qu'est-ce que vous pouvez en proposer pour mieux anticiper les effets d'une réforme? C'est du mot-clé dans l'action publique. Hein, ça. Tout simplement, on pourrait anticiper les effets d'une réforme, vous ne faites pas? Une étude sur le coup. Un truc qui lui reviendra toujours. C'est sûr que vous avez 9 chances sur 10 de le proposer dans le prochain sujet aussi. Une expérimentation sur un territoire. Okay. Donc vous allez mieux anticiper. Expérimenter. Est-ce que ça peut faire l'objet de mesures à court terme, moyen terme, long terme, par exemple, pour être opérationnel, lié au type d'action? Ensuite, donc là je suis, oui, Pierre, machin, si 80% des établissements devraient en ressortir gagnants, 400 millions d'euros en 7 ans, environ 20 à 25% des établissements majoritairement publics vont se retrouver dans une diminution significative de leurs ressources, autour de 200 millions d'euros en 7 ans. Donc ici, c'est quoi ça? Bah pour moi, c'est une précision de la difficulté des établissements publics, en fait. Ils vont perdre de l'argent. Donc on pourrait préciser, là j'ai plus de place et je vais blinder, ça va plus être pédagogique pour vous déjà. Déjà, c'est pas très clair, donc, mais on pourrait le noter. Hein. Moi, je l'ai noté sur mon A4, ça. On a une perte de 200 millions d'euros en 7 ans. C'est du chiffre, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est beaucoup. Souhaitant que cette réforme ne fasse aucun perdant. Donc, Agnès Buzyn a déclaré la semaine dernière des mesures financières de neutralisation des effets de baisse au titre de la dépendance,
Donc, lorsque les recettes globales des tarifs soins sont à la baisse, le tarif dépendance diminue. Bon, là, c'est un petit peu technique. Hein. Donc, elle a débloqué 27 millions d'euros pour compenser l'aggravation. Il faut compenser les 200 millions. Ouais, mais les 200 millions sur 7 ans. Donc là, ce qui est pas très clair, effectivement, tu as raison, je me suis posé la question, est-ce que c'est sur un an les 27 millions ou pas? J'imagine que oui, mais c'est une information qui manque. Moi, c'est ce que je me suis dit, 27 millions sur un an. Bon, après, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi votre analyse d'une mesure comme ça? C'est quoi? Demain, vous êtes énarque, vous êtes force de proposition. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est bien, que c'est pérenne, que vous pouvez l'améliorer? Est-ce qu'un dispositif peut être parfait aussi, hein? Vous savez, il y a forcément des effets pervers à un dispositif. Si l'essentiel du dispositif permet d'atteindre des objectifs, est-ce qu'il faut vraiment tout réformer parce qu'il y a un petit bout qui ne va pas? Oui ou non, en fait. Si vous voulez, parmi vous, il y a des gens qui vont dire oui et qui vont argumenter, il y a des gens qui vont dire non, qui vont argumenter, ça marche. Vous êtes force de proposition, vous êtes dans l'analyse, etc. Il n'y a pas forcément une solution derrière, hein, ici. Pas forcément une solution. Moi, j'ai trouvé que c'était un sparadrap et qu'il fallait peut-être y réfléchir un peu plus précisément pour rendre le dispositif plus pérenne. Mais dans les copies qu'on peut lire et qu'on va analyser ensemble, il y a des gens qui ont dit que l'ensemble du dispositif fonctionnait, que c'était peut-être pas la peine de tout réformer. Voilà. Vous allez lire ce que j'ai fait, puis les copies, vous allez me dire à la fin, je pense que les deux fonctionnent. Les deux fonctionnent, du moment que vous argumentez, que vous analysez, que vous critiquez. D'accord, ça va? Je ne prends pas en même temps. Mais il faudrait. À noter que la compensation ne devrait pas intervenir sur les tarifs des soins, même lorsqu'ils induisent eux aussi des pertes. Donc dès que c'est un petit peu technique comme ça, je zappe, hein, j'ai pas le temps de proposer des solutions comme si j'étais un vrai spécialiste ici. Okay. Donc, document 5. L'évaluation de la mise en œuvre de la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Donc là, normalement, on est sur le diagnostic. Ou là-dessus, donc diagnostic de la situation actuelle, on n'a pas encore notre plan, mais on a déjà pas mal d'informations. Hein. Les ministres chargés, donc là, je regarde la tête du document, j'ai des petits 1, 2, 3 les paragraphes sont numérotés, il n'y a aucune structure apparente, c'est-à-dire il n'y a pas de titre sous-titre, c'est écrit plutôt petit, c'est un peu long. Essayez de rester sur la première phrase. Les ministres chargés de la santé et de l'intérieur ont confié à l'inspection générale des affaires sociales, IGAS, et à l'inspection générale de l'administration, il y a une mission d'évaluation de la mise en œuvre du volet domicile de la loi de 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, dite loi ASV. La loi ASV comporte plusieurs dispositions qui visent à améliorer la qualité de la prise en charge des personnes âgées, mais leur application s'avère souvent complexe. Je m'arrête là. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est utile ou pas? Où est-ce que je mets ça? Un diagnostic pour le 2 et pour le 1 serait plutôt dans la proposition pour appréhender le dispositif existant. Tout à fait, donc on a ici, en fait, dans notre bilan, en fait, hein, ici, je vais faire ça, hein, sur votre A4, vous allez voir que des fois, vous avez trop placé dans un axe, c'est pas grave, vous replacez là où vous avez de la place, de toute façon, vous le savez, vous le réorganiserez après. Hein. Donc ici, moi, j'ai le dispositif actuel, puis après, on a avantage, enfin, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Je pense que dans un diagnostic, c'est toujours les deux idées qu'il faudrait que vous abordiez. Ce qui a fonctionné, ce qu'il faudrait améliorer. Donc le plus ici, et puis après le moins. Donc le plus, amélioration de la qualité de la prise en charge. Donc c'est la loi de 2005. Le moins, système complexe. Ok? Quand le système est complexe, qu'est-ce qu'on propose? De le simplifier. Très bien. Vous êtes des énarques, ça y est.
Comment on simplifie un dispositif? Ici, vous adressez au cabinet d'un ministre. Confier plus de pouvoir à un seul acteur. Bah déjà, techniquement, est-ce que le dispositif, c'est là où moi j'ai eu une limite de compétence, je vous le dis dans ma force de proposition ici, est-ce que ça relève du domaine législatif, du domaine réglementaire, est-ce qu'il faut un projet de loi, est-ce qu'on peut faire un décret, est-ce qu'un arrêté suffirait, par exemple? Ce que je me pose moi comme question, techniquement, de façon opérationnelle pour le ministre, qu'est-ce qu'on fait ici, hein? Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui le savent, moi j'ai pas été plus loin, je me suis posé la question, mais comme je ne savais pas, j'ai pas voulu raconter n'importe quoi non plus. Les mesures de revalorisation financière de l'allocation personnalisée d'autonomie améliorent son accessibilité, mais ont rencontré des limites dans sa mise en œuvre. Les délais prévus par décret étaient très courts. Bon, bah déjà par décret, on pourrait améliorer les choses déjà par décret. Décret. Les délais pour l'APA, on peut les allonger. Ça va? Positif, réévaluation APA a élargi son champ, son accessibilité. Ensuite, les constats réalisés par la mission sur le terrain, la mission a notamment consulté 17 départements, illustrent le caractère progressif et hétérogène de cette mise en œuvre selon les départements. Donc là, je vais mettre ça dans le moins, hein, complexe, loi mise en œuvre de façon hétérogène selon les départements. Qu'est-ce que je propose en fait derrière? Ici j'avais déjà donné les moyens aux départements, on va proposer de les accompagner, hein, c'est les départements, hein, chacun des départements pour une mise en œuvre à peu près égale sur les territoires. Les financements prévus pour compenser le coût de la mise en œuvre des mesures APA domicile de la loi ASV n'ont pas été mobilisés à la hauteur des prévisions. Donc réévaluation APA a élargi son accessibilité, mais moins les financements ne sont pas mobilisés. Donc ici, il va falloir ici réfléchir au financement de l'APA. Parce que c'est forcément ce qui va répondre à l'évolution future des besoins, c'est sûr. L'évolution de la demande globale d'APA à domicile entre 2015 et 2016, moindre que prévu